Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion. Aujourd'hui, épisode très spécial. On va pas parler de toquante, on va pas recevoir de créateurs, mais on va parler d'une notion qui est une notion juridique. Attendez, restez. On va parler de copie, de contrefaçon dans le domaine horloger. Je suis sûr que le thème vous intéresse et c'est tout de suite après le jingle. Alors aujourd'hui, je voulais plus particulièrement vous parler de la notion de copie. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans les forums de discussion, les passionnés d'horlogerie comme vous et moi, on a parfois tendance à s'emballer un petit peu rapidement face à un élément caractéristique d'une montre que l'on estime reproduire tel élément caractéristique d'un autre modèle de montre. Et dans ces cas-là, on va qualifier cette reproduction de copie, et sous-entendu, il s'agit d'une copie illicite, d'une contrefaçon, d'un acte de contrefaçon absolument répréhensible, et c'est un déshonneur, c'est un scandale. Eh bien, j'ai envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et de vous dire dans quel cas de figure on peut véritablement qualifier un acte de reproduction d'un élément caractéristique d'une montre de contrefaçon, et les cas de figure dans lesquels on ne peut pas le faire. Et vous verrez que ce n'est pas aussi simple de pouvoir prétendre qu'il y a un acte de contrefaçon. Il faut se poser trois questions. La première question, c'est celle de savoir s'il y a eu un droit de propriété intellectuelle auquel il a été porté atteinte, puisque ce sont les droits de propriété intellectuelle qui vont pouvoir protéger les innovateurs, les créateurs. Deuxième chose, il faut se poser la question si ce droit n'est pas périmé, n'est pas prescrit, comme on dit plus spécifiquement dans la langue juridique. Et troisième question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu une autorisation qui aurait été donnée par le créateur de la montre originale à celui qui aurait reproduit l'un ou plusieurs des éléments caractéristiques de cette montre-là. Alors je vous propose qu'on reprenne ces trois questions ensemble. Déjà, est-ce qu'il y a eu une atteinte d'un droit de propriété intellectuelle ? Il faut savoir que le droit de propriété intellectuelle se divise en deux sous-catégories, les droits de propriété industrielle, qui sont au nombre de 3, brevets, marques et dessins et modèles, et puis de l'autre côté, les droits de propriété littéraire et artistique, qui sont au nombre de 2, le droit d'auteur et les droits voisins. Alors on va reprendre tout ça assez rapidement, on va commencer par les droits de propriété industrielle. Vous avez le brevet va protéger quoi? Il va protéger une innovation technique qui a une application industrielle. Alors déjà, quand je vous dis ça, vous comprenez tout de suite que le brevet ne va pas protéger des éléments visuels, comme des aiguilles, le cadran ou la forme du boîtier, à moins que ces éléments-là ne soient une partie intégrante de la technique qui va servir l'innovation protégée par le brevet. Le brevet, lui, va protéger des éléments techniques, purement techniques, comme le mécanisme ou des parties du mécanisme, une attache de bracelet, ou cette technique qui va servir à faire pivoter la lunette de plongée d'une montre. Alors le brevet va servir à défendre une innovation pour une marque, et pour qu'elle puisse prétendre à défendre cette innovation, il faut qu'elle ait déposé son brevet, mais il faut aussi que le brevet soit valide. Or, la validité du brevet, c'est quelque chose qui va être débattu au cours d'un procès. En tous les cas, c'est une action judiciaire dont dispose le défendeur. Il peut tout à fait faire un recours en annulation du brevet. Et là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas, nous autres simples mortels, qualifier à l'emporte-pièce des similarités entre deux techniques de contrefaçon de brevet. Parce qu'on ne peut aboutir à la conclusion d'une contrefaçon qu'à travers un véritable débat judiciaire. Deuxième droit de propriété industrielle auquel il y a peut avoir été porté atteinte, c'est le droit des marques. Le droit des marques, lui, va protéger un signe qui va permettre de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Pour être protégé, il doit avoir été déposé en France à l'Institut national de propriété industrielle, tout comme le brevet d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est bien à l'INPI qu'on va déposer le brevet, ainsi que la marque et ainsi que les dessins et modèles. Et l'INPI va vérifier que la marque est bien licite, non déceptive et disponible. Si vous voulez qu'on développe un petit peu les aspects autour du droit des marques, je le ferai avec plaisir dans une autre vidéo. Alors que va protéger le droit des marques? Eh bien, il va protéger évidemment une marque, ce signe distinctif principal. Donc toutes les marques de montres que vous connaissez aujourd'hui sont régulièrement déposées et protégées. Mettons que vous partiez en Asie et que vous tombiez sur un marché, sur une étale de marché sur laquelle vous avez un certain nombre de montres de marques réputées qui sont vendues, qui ont l'air d'être neuves et que vous allez acheter pour une somme dérisoire par rapport au prix auxquels sont vendus ces modèles en Europe, eh bien, il y a de fortes chances que le modèle et la marque ont été contrefaites.
Et donc le droit des marques, la marque, elle va protéger le nom de marque, comme Rolex par exemple, et également l'élément figuratif. La marque figurative peut être protégée au titre du droit des marques, à savoir la petite couronne de Rolex par exemple. Alors si la contrefaçon d'un nom de marque est facile à établir, il y a peut-être un peu plus de subtilité, de difficulté à établir celle d'une marque figurative. Si par exemple vous voyez une petite couronne sur une autre montre, il faut quand même que la similitude entre cette couronne et la couronne de Rolex soit vraiment très proche pour qu'il y ait contrefaçon. Et après, il y a d'autres moyens juridiques qu'on peut utiliser, comme les agissements parasitaires, etc. Mais tout ça, on y reviendra une autre fois. Alors, vous l'avez compris, le droit des marques, il va protéger principalement la marque et les éléments figuratifs de la marque, mais il ne va pas protéger les autres éléments de design de la montre. Pour ce faire, il faut avoir recours à ce troisième droit de propriété industrielle, le droit des dessins et modèles. Pour qu'il y ait protection d'un dessin et modèle, eh bien, il faut l'avoir déposé, encore une fois, auprès, en France, de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI. Pour être protégé, le dessin et modèle doit être nouveau, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir eu de dessins et modèles similaires qui auraient été déposés antérieurement. Et puis, il doit aussi avoir un caractère propre, c'est-à-dire ne pas susciter une impression de déjà-vu dans sa globalité par rapport à un dessin et modèle qui existerait antérieurement à la date du dépôt. Alors moi, c'est ce droit des dessins et modèles que j'apprécie le plus, en fait, par rapport aux éléments visuels d'une montre. C'est lui qui va protéger les éléments visuels d'une montre, la carrure, le design du cadran, la manière dont tout ça est agencé. C'est le droit des dessins et modèles, voilà, qui va le protéger. Et c'est génial, c'est top. S'agissant des droits de propriété littéraire et artistique, on va s'arrêter aux droits d'auteur. Et les droits d'auteur, eux, vont venir protéger également tous les éléments de design de la montre, pourvu qu'ils présentent un critère d'originalité, en fait. Voilà, le critère pour être protégé par les dessins et modèles, c'est la nouveauté, et le critère pour être protégé par les droits d'auteur, c'est l'originalité. Dans la grande majorité des cas, la seule similarité entre deux éléments de la montre ne va pas suffire à déterminer la contrefaçon. Il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments pour déterminer qu'il y a eu une reproduction illicite. Et le droit d'auteur présente la caractéristique de ne pas avoir besoin d'avoir été déposé pour être mis en œuvre. Donc vous n'avez pas besoin de déposer votre œuvre pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Mais il est fortement recommandé de vous constituer des moyens de preuve pour déterminer la date à laquelle votre création est née. Parce que sinon, quelqu'un qui ferait une création similaire pourrait vous opposer la preuve d'une création antérieure à la vôtre. Alors, il y a différentes techniques pour se constituer des moyens de preuve, on pourra y revenir dans une autre vidéo, là encore. Alors, une fois qu'on a déterminé le type de droit de propriété intellectuelle auquel il a pu être porté atteinte, il faut regarder si ce droit n'a pas expiré. Comme un produit alimentaire, les droits de propriété intellectuelle expirent, ils ont une date de péremption, ils deviennent périmés au bout d'un certain moment. Pour commencer avec les brevets, eh bien, la durée de protection d'un brevet est de 20 ans. Après 20 ans, pouf, le brevet est dans le domaine public. On peut s'en servir librement. Pour le droit des marques, c'est un petit peu différent. Une fois que vous avez déposé une marque, celle-ci est protégée sur une durée de 10 années, mais vous pouvez renouveler cette protection ad vita aeternam. Donc potentiellement, une marque est toujours protégée. Et pour les dessins et modèles, eh bien, leur durée de protection est de 5 années, et cette durée de protection, elle peut être renouvelée 5 fois, donc sur une durée globale de 25 années. Après 25 années, ils sont dans le domaine public. Et pour les droits d'auteur, enfin, qui vont peut-être être plus difficiles à mettre en œuvre, eh bien, leur durée de protection, en revanche, est beaucoup plus étendue, puisqu'elle est de 70 ans après la mort de l'auteur. On en arrive à la troisième et dernière question qu'il faut se poser. Est-ce que ce droit de propriété intellectuelle que l'on a su identifier n'aurait pas été conféré en licence à celui qui reproduit des éléments caractéristiques d'une montre ? Et ça, vous ne pouvez pas toujours le savoir, parce que ces accords de licence, donc cette autorisation à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est donné par une marque A à une marque B, eh bien, cette autorisation a pu être faite sous couvert d'un accord secret, d'un accord qui n'est pas révélé au public et qui, en tant que tel, est protégeable par les secrets d'affaires. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de prendre un petit peu plus votre temps avant de qualifier à l'emporte-pièce d'actes de contrefaçon des similitudes qui existeraient entre deux modèles de montres. Sachez aussi que si vous le faites, vous exposez
à une action en diffamation contre vous de la part de la marque qui se sentirait visée et atteinte dans son honneur ou sa réputation. Donc c'est pas non plus un concept à utiliser trop à la légère. Quand même la France est un pays de liberté, cette liberté est encadrée, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Alors faites un petit peu attention. Et si le thème du droit appliqué à l'horlogerie vous intéresse, eh bien je suis tout disposé à refaire des vidéos de ce type-là. J'aimerais en consacrer une d'ailleurs aux principaux brevets d'invention qui existent dans le domaine horloger, donc ce sera peut-être moins juridique que technique, mais de retracer un petit peu l'histoire de tous les brevets d'invention et de regarder s'ils ont expiré ou non, aussi de regarder peut-être les brevets les plus récents, de faire un petit numéro spécial là-dessus. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt sur Chronoflexion. Ciao ciao. Et du côté de la propriété littéraire et artistique, on a les droits d'auteur et les droits voisins.